Salut à toutes, salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Roll Youful, le podcast qui s'intéresse aux jeux de rôle dans tous leurs états. Je suis Sectaire et comme d'habitude, je suis accompagné par un homme qui a sauté sur les genoux de Gary Gygax, qui a tiré la moustache de Ken Saint-André, qui a tapé une clope à Steve Jackson et quand il téléphone à Sandy Peterson, il lui dit « Hey Sandy, it's me !» Il est notre phare dans la nuit, notre lampe tempête quand l'orage gronde. Il est celui qui repousse les ténèbres, c'est son vrai nom. Salut Styr. Et apparemment, j'ai 97 ans. A Non, priori, ouais. fake news que tout ça. J'avoue avoir croisé de loin Croc, et c'est à peu près ma seule rencontre avec l'un des auteurs de jeux de rôle de ma vie. On y re- Damned, aurais-je vendu du vent? Exactement, tu vends du rêve. Tu vends Je du vends du rêve. rêve. Mais toujours très flatté, merci pour cet accueil. Mais je t'en prie. Aujourd'hui, un mois déjà. J'ai l'impression que c'était hier. C'est incroyable. La magie des temps modernes. La magie des temps modernes. Il y a un mois, nous avions décortiqué à l'aune de deux numéros de Roll You Fool, nous avions décortiqué les livres dont vous êtes le héros, et maintenant nous allons rentrer dans le dur, nous allons rentrer dans le vif du sujet, et nous allons nous intéresser au jeu de rôle en tant que tel, et notamment une question qu'on s'est posée un peu tous les deux, les univers fantastico-horrifiques sont-ils jouables en jeu de rôle? Et tout de suite, avant de commencer, j'aimerais qu'on pose un petit peu une nomenclature, parce que vous savez qu'il y a souvent un débat entre qu'est-ce qui est fantastique, qu'est-ce qui est fantasy. En plus, fantasy traduit en français, ça donne fantastique, etc., etc. Merveilleux, enfin bref, Et c'est un beaucoup de débat boulga de termes. qui est vieux comme le monde, puisqu'il a été posé dès qu'on a commencé à faire ce genre de truc. Il me semble que mot passant, on parle déjà. Hein, donc, Et comme c'est je suis, tu le sais, un élitiste de première bourre, le terme, je c'est me suis dit, pédanterie. pédanterie, pardon, Tu vois, je me moi suis aussi, dit, je me fais la. allons voir à l'université. Alors, outre le fait que j'ai un DU en littérature fantastique, ça c'est un autre sujet, je suis allé chercher à l'université. Et je suis tombé sur un article très intéressant de Michel Vienne, ou Viennès, je ne sais pas comment on dit, un Suisse de l'université de Fribourg, qui a écrit le fantastique Origine et Enjeu. Alors, je vous mettrai le lien en description, on va pas le faire maintenant. Et en fait, il a cette définition très simple, ces quelques mots, sur qu'est-ce que c'est le fantastique par rapport à la fantaisie. Il dit le fantastique, c'est un grain de sable dans le réel. Et je trouve que c'est absolument ça. C'est-à-dire que euh, pour moi, le fantastique, c'est dans un monde normal, chiant et triste comme le nôtre, notre monde à nous, d'un coup va surgir un démon, va surgir un vampire, va surgir un fantôme, va surgir quelque chose de bizarre, quelque chose d'inexplicable. Là, nous allons, et non seulement inexplicable, mais qui va être irréaliste, qui va être euh, fantastique, évidemment, hein, puisque c'est comme ça qu'on va dire, quelque chose qui est de l'ordre de l'irrationnel qui vient faire une rupture dans le rationnel. Et je rajouterai quelque chose, pour moi, pour qu'il y ait fantastique, il faut qu'il y ait cette rupture d'abord dans le réel, dans le rationnel, mais en plus, il faut que ce soit inquiétant, il faut que ce soit contre nature. C'est-à-dire que, et c'est là où ça se distingue du merveilleux ou du miracle, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit pas forcément négatif, mais angoissant pour l'homme, pour sa présence, que ça remette en question, que ce soit du chaos dans l'ordre quotidien, d'une certaine manière. Et c'est pour ça que moi, je n'aime pas du tout quand on parle de médiéval fantastique, par exemple. Je trouve qu'on devrait parler d'heroic fantasy, c'est-à-dire de merveilleux héroïque, puisque le médiéval fantastique, bah, ce serait un moment médiéval pur, donc avec des chevaliers, tout ce que vous voulez, hein, et d'un coup, il y a un démon qui apparaît. Là, ok, c'est du médiéval fantastique. Mais quand on est dans Baldur's Gate, par exemple, où ça tire des boules de feu dans tous les sens, où il y a des hobbits qui croisent des... ou dans Tolkien, des hobbits qui croisent des magiciens, etc. Pour moi, on est dans l'heroic fantasy. En tout cas, on est dans la fantasy, au sens très large du terme. Est-ce que tu es d'accord avec cette définition du fantastique? Alors, elle me convient, et surtout, elle pose au cœur du problème souvent lié au jeu de rôle, c'est que le fantastique est intimement lié au sensoriel, du coup.
puisque c'est cette perception du monde et justement ce qui va être amené à être disruptif, qui va permettre de créer le fantastique, de créer cette peur, de se créer ce sentiment d'éloignement. On le voit, d'étrangeté. Alors on va continuer dans la pédanterie, mais et quand on est pédant, quand on est vraiment pédant sectaire, il faut commencer à parler allemand. Et donc c'est là où il faut sortir ce bon vieux concept du Heimlich, qui est le pendant, donc qui était le concept en fait de cette d'angoisse qui justement naît en fait d'un sentiment de détachement de la réalité. C'est la différence que tu vas avoir entre la peur et l'angoisse. La peur est quelque chose que tu vas pouvoir identifier. J'ai peur des rats, j'ai peur des machins. L'angoisse, tu ne peux pas dire d'où vient l'angoisse, ta association de détachement, et c'est pour ça que très souvent tu vas l'associer à des phénomènes sensoriels. Ce qui est à la mode en ce moment, par exemple dans le jeu vidéo, ce sont les espaces liminal, je sais plus, Liminaux, ouais. liminaux, qui montrent bien justement, qui créent un sentiment de fantastique, alors que tu es dans l'espace le plus banal qui soit, c'est-à-dire un couloir éclairé ou ce genre de choses, sans fin. On est Vide en vraiment plus. vide, voilà, puisqu'on est là-dedans. Donc ça, c'est ce qui effectivement va poser problème au jeu de rôle, puisque par définition dans le jeu de rôle, bah, tu es dépendant du meneur pour tout ce qui est sensoriel. Et donc de la capacité du meneur à être capable de jouer là-dessus. Et c'est horriblement compliqué, c'est des fois souvent assez sous-estimé dans le travail du meneur de jeu, qui on a tendance dans certains jeux de rôle à limiter à être le référent de règles, combien je dois faire pour toucher la créature, etc. Alors qu'une grosse partie de son travail justement est de poser l'ambiance. Et c'est là où je vais défendre un livre qui est souvent décrié, qui est la 4e édition de Donjons et Dragons, le Guide du Maître, qui avait dedans justement énormément de conseils donnés à l'utilisation des sens dans la description. Il disait, bah, par exemple, une chose qui est rarement utilisée, on utilise souvent la vue pour décrire une pièce, donc avec les concepts classiques du particulier au général, du général au particulier, ce genre de choses. De temps en temps, les sons, vous entendez des bruits, des plics-plocs, etc. Mais on utilise rarement Rarement les autres. l'odeur. Voilà, l'odeur, le froid, le chaud, l'équilibre, puisqu'on n'a pas 5 sens, hein, on en a fait beaucoup, beaucoup plus que cela. Et, et il dit, voilà, si vous voulez commencer vraiment à jouer là-dessus, bah, jouez sur ces sens-là, jouez sur l'odeur, jouez sur le toucher. Si on prend l'un des auteurs, on en parlera forcément un minimum, c'est Lovecraft. Le toucher chez Lovecraft est quelque chose de très présent. Hein, d'ailleurs, est très disruptif chez beaucoup de ces personnages, puisque on passe très souvent justement du sol rassurant, ferme, solide, ancré dans la réalité, à ce qui est mou, squameux, qui perd en substance, Glissant. glissant, voilà. Donc, ce sont des choses qui contribuent beaucoup, et c'est vrai que ce sont des éléments qui sont rarement mis en avant dans bon nombre de guides du maître, même si y a des exceptions, et des fois des exceptions qui m'avaient particulièrement surpris, comme ce 4e tome du guide du maître de Donjons et Dragons. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus vrai pour alors, ce que tu dis et les conseils qui sont dans le Donjon Dragon dans DD4 sont des conseils, de très bons conseils effectivement généraux, qui d'ailleurs fonctionnent pour tous les jeux de rôle, puisque si je fais une description même d'un jeu de rôle qui n'a rien à voir avec le fantastique, bah, effectivement, les odeurs, l'équilibre, la sensation, le vent sur le visage, je ne sais pas, le toucher, plein de choses qui peuvent tout à fait enrichir notre perception et finalement, comme dans un roman, comme dans un... Voilà, on va vous donner à vivre plus en vous donnant une description plus précise, mais il y a quelque chose dans le fantastique en plus qui est encore plus difficile à faire passer quand vous êtes le maître du jeu et au joueur, parce qu'il faut que le joueur l'accepte, et le maître du jeu, parce qu'il faut qu'il arrive à le transmettre. C'est ce qu'on appelle dans le fantastique la pulsion contradictoire de fascination-répulsion. L'auteur de l'article en parle d'ailleurs, c'est-à-dire cette espèce à la fois d'attirance, Lovecraft en parle très bien, d'attirance-répulsion devant ce qui est inexpliqué, ce côté dégoût et en même temps, je veux voir,
je vais ouvrir les yeux, je veux regarder la créature qui est derrière moi, je sais qu'elle est horrible, je sais que je vais devenir fou, mais je veux la voir. Et ça, le transmettre autour d'une table, C'est compliqué. Alors, il y a un autre auteur qui le fait très bien, mais pas du tout dans le cadre du fantastique. C'est Joseph Conrad dans Au cœur des ténèbres. Où justement, alors le problème de Joseph Conrad, bon, mine de rien, ça reste un auteur de la fin du 19e siècle. Et bon, faut pas aller par quatre chemins. Il y a un rapport très raciste à l'Afrique dans l'œuvre, mais qui est assumé, enfin qui est assumé, qui fait même partie de la réflexion de l'auteur. Mais tu as tout un discours justement sur cette fascination qu'exerce cet inconnu et qui va s'incarner finalement dans le personnage de Kurtz. Alors tu disais justement cette fascination-répulsion, il y a un passage qui le dit très très bien, j'essaie juste de le retrouver correctement, hop, tac, ça doit être celle-là si je ne me trompe pas, oui c'est celle-là. Et voilà, il y avait ça, il y a deux. Voilà. Mais l'amour diabolique comme la haine surnaturelle des mystères qu'elle avait pénétré luttait pour la possession de cette âme rassasiée d'émotions primitives, avide d'une gloire mensongère, d'une fausse distinction de toutes les apparences du succès et de la puissance. L'amour diabolique comme la haine surnaturelle des mystères, c'est le personnage de Kurtz. Et tu as vraiment là-dedans ce côté, j'ai horreur de l'endroit où je suis, mais je veux aller encore, je veux encore m'y enfouir plus profondément. Et pour en revenir au sujet du jeu de rôle, bah, c'est ce qui fait que le jeu de rôle fantastique, désolé pour le jeu de mots, une horreur à faire, parce que tu vas être confronté à deux problèmes. D'abord, comment d'un point de vue purement narratif, toi en tant que meneur, tu vas réussir à construire ce discours-là. Alors des fois, tu vas avoir des petits moments de brillance où tu vas réussir à tourner une description particulièrement bien et tu vas voir que ça va fonctionner chez les joueurs. Et puis de temps en temps, ouais, vous êtes devant un profond. Voilà. Et l'autre problème, c'est qu'en face de toi, tu vas avoir des joueurs qui, eux, ont aussi les codes. Et ça, c'est le gros problème. Parce que l'un des principes même de la narration, c'est que le personnage n'a pas les codes du fantastique. Il est face à l'inconnu. Et tous les meneurs de Cthulhu ont connu ça. C'est vous amenez vos joueurs dans une île, dans une ville côtière. Bon, bah, subitement, ils commencent à sortir les fusils à pompe et ils commencent à vous demander est-ce qu'il y a des personnages, des personnes qui ont des visages un peu squameux, etc., etc. Et là, le fantastique, bah, il disparaît parce que bah, ils ont les et codes. on tombe dans, et oui, et comme ils ont les codes, on Ils tombe tombent dans le donc du merveilleux coup dans le merveilleux, dans la fantaisie, ou dans puisque vous l'horreur. savez très bien où vous êtes, ou dans l'horreur absolue. L'horreur n'a pas besoin de fantastique pour exister. Est-ce que le fantastique a besoin de l'horreur pour exister? C'est une bonne question qu'on va pas traiter aujourd'hui, mais 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 on a ces gros problèmes-là. Et notamment, moi, je vois un deuxième problème dans le jeu de rôle, donc le jeu de rôle en groupe vis-à-vis de ces jeux, et vis-à-vis de faire jouer l'horreur et du fantastico-horrifique, c'est que justement, on est en groupe. C'est-à-dire que c'est très, 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 très compliqué pour un MJ de faire peur, alors qu'en face, alors déjà, on est autour d'une table, donc déjà, c'est pas évident, mais en plus, on est plusieurs. Vous n'êtes pas, c'est pas comme au cinéma. Par exemple, au cinéma ou dans un bouquin, vous êtes tout seul face à ce qui se passe. Donc, étant tout seul face à ce qui se passe, vous avez ce fameux que tout le monde emploie à tort et à travers, suspension d'incrédulité. Vous êtes normalement, a priori, emporté par le film ou par le livre ou par la série. Vous êtes seul dans votre tête et derrière vos yeux à regarder ce qui se passe à l'écran et il n'y a pas d'échange. D'ailleurs, c'est très compliqué si vous regardez un film d'horreur avec quelqu'un qui n'en a rien à foutre à côté et qui vous parle de sa petite journée, vous allez voir que d'un coup, le film va être beaucoup moins terrifiant. Et que d'un coup, le tueur à la hache va être vachement moins impressionnant qu'il y a 5 minutes quand vous étiez tout seul dans le noir. Ah, Bon, tu as on le sait. tu as le même problème avec le merveilleux où les personnes commencent à gratter un peu le fonctionnement du merveilleux. Si tu regardes, si tu commences un peu à gratter le fonctionnement, je sais pas moi, de l'école des sorciers dans Harry Potter, tu t'aperçois que ça marche pas. Et à partir du moment où tu commences à dire ça marche pas, bah, toute la magie disparaît. Exactement. Et là, c'est même encore pire, puisque imaginez, vous êtes vous, MJ, en train de décrire une scène absolument grandiose,
où vous avez mis tout votre cœur à l'ouvrage en train, et puis donc vous êtes là, vous essayez de mettre une ambiance, vous avez tout bien fait comme il faut, et là vous avez un des joueurs qui se tourne vers l'autre et qui lui dit: Est-ce que tu reveux un granola? Bon, ça casse un peu ça casse un peu l'ambiance. Donc il y a ce facteur-là, et puis il y a aussi un autre facteur, c'est que les univers fantastiques sont des univers entre guillemets contraints, c'est-à-dire dans lequel l'auteur installe un postulat qui va lui permettre de créer cette ambiance. Et le problème dans un univers, dans un jeu de rôle, c'est que le meneur, il crée le postulat avec les joueurs, et il le crée de manière dynamique. Tu peux avoir tout à fait, des trucs qui peuvent être tout bêtes, c'est-à-dire le meneur de jeu qui va oublier un truc tout bête, et puis les joueurs qui vont dire bah écoute, je prends mon téléphone portable, je mets la fonction lumière, et subitement il y a de la lumière dans la pièce. Et là tu fais et voilà. Et alors tu vas dire, bah il suffit d'anticiper, mais on peut pas tout anticiper. Et c'est d'ailleurs l'intérêt du jeu de rôle, c'est justement d'être toujours confronté à la dynamique des joueurs. On ne peut pas tout anticiper, et d'ailleurs c'est intéressant de voir à quel point, pour ça on va parler un petit peu des règles et des différents jeux, alors pas tous, hein, on va vous en citer quelques-uns, des jeux de rôle qui essayent d'aller vers le fantastique horrifique et le fantastique tout court. Euh, Ils essayent justement de trouver des palliatifs. Et un de ces palliatifs, à mon avis, on en avait déjà discuté hors antenne, mais je pense que c'est intéressant d'y revenir un peu. Un des palliatifs, tu parlais du téléphone portable, c'est justement de ne pas être dans une époque moderne. L'époque moderne défonce, à mon avis, en tout cas rend extrêmement compliqué, on va dire ça plutôt comme ça, rend extrêmement compliqué le fait de simuler du fantastique horrifique, de simuler de l'angoisse. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que imaginez, sans artifice, hein, je veux dire, imaginez, vous êtes dans la rue, vous êtes 5 ou 6, et d'un coup, il y a, je ne sais pas, vous voyez flotter un vampire au-dessus des toits de Strasbourg, bah, vous allez avoir des milliers de téléphones portables qui vont sortir au même moment, qui vont filmer la chose, et et vous le savez très bien, et votre construction mentale d'intimité face à ce moment d'irréel s'effondre totalement, par exemple. Et puis, ça renvoie aussi à quelque chose qui est fondamental dans le principe même de la technologie. La technologie, ou techné, en fait, c'est vraiment l'idée de remplacer la nature, c'est-à-dire de surmonter toutes les contraintes que la nature nous pose. Et donc, par conséquent, plus le personnage va avoir accès à la technologie, bah, plus les contraintes vont disparaître. Et si les contraintes disparaissent, bah, l'univers fantastique s'effondre derrière. Et c'est pour ça qu'il y a des astuces qui sont trouvées, notamment, ça va être des astuces comme on voit dans les films d'horreur, hein, enfin dans les films fantastiques. Vous êtes extrêmement éloigné de tout point de La cabane au civilisation. fond des bois, La cabane au fond des bois. Alors ça marche aux États-Unis. En Europe, vu le maillage social, ça va être compliqué. Faut vraiment pas avoir de bol, quoi. Ne sous-estime pas la puissance des Vosges et du Morvan. Éventuellement, mais voilà, c'est tout. Enfin, je veux dire, faut quand même taper loin. Ensuite, vous allez avoir le fameux. Alors, c'est terrible. Ça peut éventuellement passer en film. C'est terrible autour d'une table. C'est le fameux Ah, vos téléphones ne marchent plus. Je ne sais pas pourquoi. Enfin voilà, il va y avoir des artifices. Alors après, puisqu'on parlait d'Alien, etc. Ben, il y a effectivement Alien. Vous êtes perdu dans l'espace, les communications sont très loin, mais là c'est pareil qu'au fin fond des Vosges, hein. Enfin, je veux dire, Alors, moi, je vais quand même rebondir là-dessus parce que c'est difficile, mais c'est quand même faisable. Et il y a deux œuvres qui me viennent. Il y a deux œuvres qui me viennent en tête. Il y en a une qui est extrêmement connue parce qu'elle est considérée comme l'une des meilleures adaptations du mythe, qui est L'Antre de la folie. Bon, c'est les années 80-90, donc on n'est pas encore dans Internet, les réseaux sociaux, mais on est quand même dans un cadre contemporain et le fantastique fonctionne. Et il y en a un qui est extraordinaire, qui est beaucoup plus méconnu. Je me rappelle quand j'étais allé le voir au cinéma, j'étais tout seul dans la salle. C'est Kairo. Et je ne sais pas si tu le connais, c'est un film japonais. Le pitch de départ, les gens commencent à se suicider. Et ça devient de plus en plus effrayant avec des scènes. Je me rappelle notamment une scène où il y a classiquement au cinéma, quand quelqu'un se suicide en se jetant, la mort est filmée hors champ. Et donc là, tu vois la personne qui saute. Et puis le plan d'après, c'est le sol. Et tu vois, et ils ont fait un effet sur le son. Et voilà, c'est très différent. Et on parlait d'effet liminal. Et justement, l'effet liminal, pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne justement à notre époque, puisque ça rend inquiétant
le moindre objet, et tu as des auteurs qui arrivent très bien, c'est-à-dire finalement à injecter du sensoriel dans des choses qui ne peuvent pas en avoir. Finalement, comment rendre inquiétant un grille-pain, un peu de choses près. C'est à peu près l'idée. Alors, le problème, c'est que c'est compliqué, et si tu n'y arrives pas, ça devient grotesque, parce qu'un grille-pain inquiétant, quand c'est raté, c'est grotesque. C'est ça. On arrive sur les fameux, je crois que c'était, alors là on parle de cinéma, mais je crois que c'était à Amityville 4 où c'était la lampe qui était possédée par le démon. Voilà. Bon, mais là on est toujours dans le cadre des films. C'est-à-dire on est toujours dans le cadre du cinéma où tu es passif, tu subis. Tu subis, et surtout, au-delà de ça, les personnages qui sont dans le film sont prisonniers du scénariste, c'est-à-dire l'acteur va pas dire ah bah non, moi en fait je vais pas faire ça. La réaction standard, on dit au personnage mais non, va pas seul dans la pièce, tu vas te faire déchiqueter, il a pas le choix et c'est dans le scénario. Là, tu as ta table de Là, joueurs. on est dans le jeu de rôle. On est dans le jeu de rôle. On est autour d'une table et forcément, il y a, et des gens en plus. Deuxième chose importante à laquelle je voulais venir, c'est que en plus, en général, dans le scénario, dans un film ou dans une série ou dans un livre, le personnage, comme tu dis, est un prisonnier du scénario et n'a pas conscience qu'il est dans un univers fantastique. C'est-à-dire que pour lui, il est dans la rationalité la plus totale, et d'un coup, il y a, comme tu disais, une vague de suicides, il y a, dans l'antre de la folie, il perd pied, il commence à plus savoir où il est, etc., mais il ne comprend pas ce qui se passe. Là, on est autour d'une table avec des gens qui, un, sont plusieurs, deux, comprennent très bien ce qui se passe, ils savent très bien à quoi on va jouer, puisque tu leur as dit, aujourd'hui, on va jouer à Maléfice. Bah, ils se doutent bien, quoi, ils sont pas surpris par ce qui se passe. Du coup, tu te retrouves non pas à des réactions spontanées. Ce que tu peux avoir, c'est finalement du théâtre improvisé, c'est-à-dire des gens qui vont se forcer à l'être, et ça, bah, ça peut très bien fonctionner, tout à fait, mais ça implique que les joueurs soient aussi expérimentés que le meneur, première difficulté. Et sinon, bah, d'avoir sélectionné un groupe de joueurs dans lequel bah, il y a des personnes, typiquement des joueurs débutants, ce qu'on a pu rencontrer quand moi je faisais, quand j'étais en association, des personnes qui connaissaient un peu pas le jeu. Et pour le coup, les ficelles vont fonctionner. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut fonctionner quel que soit l'univers. C'est-à-dire que du coup, tu peux introduire le fantastique dans du médiéval fantastique, dans de la science-fiction, dans ce que tu veux, parce qu'ils s'attendent à quelque chose, ils vont avoir autre chose. Et comme ils n'ont pas les codes de cette autre chose, ça passe. Je pense aussi qu'il y a, alors chaque jeu va vous donner des ficelles. Chaque jeu va vous donner, j'ai remarqué, enfin ceux que je connais en tout cas, vont à chaque fois vous donner des «astuces» entre guillemets pour, adapter, votre table et essayer d'arriver quand même dans le fantastique. Comme tu disais, il y a effectivement le principe de, bon, ben, on s'y met tous un peu, hein, c'est-à-dire on est tous là pour jouer, donc on va tous un peu faire semblant, on va jouer à se faire peur. Évidemment, je pense qu'on n'arrivera jamais à une vraie trouille. On va avoir peur pour nos personnages, on va pas nous-mêmes avoir peur. Heu, il y a aussi donc au niveau des astuces, je sais plus quel jeu, c'était un jeu indé, je serais incapable de vous redire son nom. C'était un jeu purement indé dans la grande vague des jeux indépendants qui sont sortis en 2008-2010, hem et qui était un jeu où vous jouiez seul à seul. C'est-à-dire, il y avait un maître du jeu et un joueur. Et là, ça fonctionnait particulièrement bien parce que vous pouviez être justement dans cette intimité complète. Alors, c'était un jeu purement narrativiste, hein, où on construisait l'histoire à deux. Donc, il y a des amateurs et puis il y en a d'autres pas. Mais effectivement, là, c'était un jeu fantastique où vous étiez une proie, je crois que ça s'appelait la proie, un truc comme ça. Et vous étiez purement plongé dans un jeu de survie, dans un jeu de rôle de survie, où vous êtes une proie, il vous arrive toutes les misères du monde. Là, ça fonctionne parce qu'on est deux, parce que le MJ ne va pas sortir du cadre et le joueur va être obligé de rentrer dedans s'il veut y être, quoi. Maintenant, tu as des jeux comme Chill, bon, je parle des jeux de vieux schnock, hein, Chill, Maléfice de l'époque, l'Appel de Cthulhu, mais ça on fera un numéro spécial Appel de Cthulhu, donc on va le mettre légèrement et on va poser un voile pudique sur l'Appel de Cthulhu pour se le réserver pour plus tard. Ce sont des jeux où, à chaque fois, on va essayer de trouver une astuce, de trouver un biais, non seulement pour accepter ce fantastique, comme tu le disais, pour accepter le fait qu'on va le jouer, on va jouer à se faire peur, on va jouer à affronter des monstres, mais aussi pour réunir les personnages. Parce que ça, c'est aussi une grande difficulté. Alors,
il y a eu un. Tu parlais notamment de ce mouvement où il y a eu une scène indé qui a apparu, on va dire, après le euh, deuxième crash du jeu de rôle, hein, lorsque la bulle Donjons et Dragons 3.5 a explosé. Mais il y a eu aussi des tentatives qui ont été faites dans les années 90. Moi, il y a un jeu qui me vient toujours en tête quand on parle de fantastique, c'est la méthode du docteur Chestel. Alors, je ne sais pas si tu en avais entendu parler. Absolument pas. La méthode du docteur Chestel, le pitch est super, enfin je trouve, c'est les joueurs sont des soigneurs qui sont capables de rentrer dans la tête des gens pour les soigner de leurs troubles psychiques. Et en fait, tu rentres alors, la difficulté pour le meneur est terrible parce qu'il faut créer un univers mental, mais qui obéit à sa propre logique. Et le pitch, c'est de dire, bah voilà, si vous rentrez dans la tête d'un type qui pense que la Terre est plate dedans. Et en fait, toute la C'est pas difficulté. un peu une excuse pour du multivers, ça, plutôt? Alors, pas vraiment, parce que le joueur, l'auteur insiste vraiment pour dire ce sont des problématiques contemporaines. C'est-à-dire que tu vas jouer, par exemple, quelqu'un qui va avoir une phobie. Du coup, comment vous allez présenter la phobie dans son univers mental? Voilà, c'est pas des types, tiens, je crois que je vis dans la science-fiction, où vous entrez dans un monde Ok, de. d'accord. Voilà, C'est c'est pas pas une du tout ça. excuse, quoi. Voilà. D'accord. Il y a vraiment, en fait, un vrai discours sur comment nos perceptions peuvent être troublées. Donc, il y a un vrai discours, entre guillemets, psychiatrique. Et comment, justement, on peut jouer cela. Donc, comment on peut faire jouer cela. Alors, j'ai jamais joué, hein, c'est parce que je l'avais trouvé, moi, terriblement exigeant pour le meneur, parce qu'il y a vraiment une approche assez sérieuse là-dessus. Et derrière, du coup, ça facilite justement cette question du joueur, comment introduire le joueur, puisque les joueurs savent qu'ils vont être confrontés à quelque chose qui va sortir du sens, mais en même temps, ils ne savent pas à quoi s'attendre, parce qu'ils sont dans la psyché d'un autre et qu'ils ne savent pas forcément d'où vient le problème, quelle forme cela va prendre, etc. etc. Et qu'un objet du quotidien, bon, j'avais eu l'occasion de parler avec des personnes qui souffrent de troubles mentaux et tu t'aperçois à quel point justement le quotidien peut représenter une souffrance pour eux, une simple couleur, une simple forme, un simple son. Et subitement, cela devient une réalité et ça peut désarçonner complètement les joueurs. Donc alors, à trouver, bon, bah, la méthode du docteur Chestel, maintenant, c'est très difficile à trouver. Enfin, c'est très difficile. Je sais pas s'il a été réédité ou s'il existe J'imagine qu'il n'y a en pas eu un version. succès, Il a eu un succès. Alors, succès d'estime, on il va a eu un dire, gros quoi. succès, mais le problème, c'est qu'il est sorti à l'époque d'un autre jeu fantastique que tu dois connaître, qui est Culte. Ah oui, Voilà. Et évidemment. Culte avait une approche beaucoup plus charnelle, beaucoup plus trash, à peu près des mêmes questions. Et c'est arrivé pile au moment du premier crash du jeu de rôle, c'est-à-dire un peu donc l'affaire Carpentras, etc. Et lorsque Ouais, tu donc mets entre les mains de ces gens-là Culte, subitement, là, c'est donc fini, évidemment, la méthode évidemment. du docteur Chestel avait l'avantage justement de ne pas être du tout trash. Donc les gens qui ont vu la méthode du docteur Chestel l'ont presque vu presque comme une sorte d'outil thérapeutique, à peu de choses près. Et il est passé, mais il est tombé dans l'anonymat. Il est tombé plus dans l'anonymat. Donc je suis. Il faudrait vérifier s'il n'existe pas même une version libre de droit. Je me demande s'il n'est pas ressorti sous cette forme-là ou autre. Mais en tout cas, il a beaucoup de gens qui ont joué. Moi, toutes les personnes qui ont joué aux méthodes du docteur Chestel, c'était vraiment du kit ou double. Soit ils tombaient sur des meneurs qui arrivaient vraiment à créer ce monde euh, perturbant, où justement tu perds tes repères parce que tu es dans la tête de quelqu'un d'autre. Soit bah, ils n'y arrivaient pas et on retombe sur le même problème du grippin, Et oui, du grippin maudit. grippin maudit Mais et ça devient burlesque, quoi. c'est ça le problème d'ailleurs, c'est que pour le jeu de rôle fantastico-horrifique, contrairement peut-être à d'autres types de jeux de rôle qu'on explorera et que vous avez probablement en tête, euh, ça dépend, je pense, énormément, comme tu le disais, du maître du jeu, de son expérience, de l'expérience des joueurs, évidemment. Ça dépend aussi du cadre qu'on te donne, que te donne le jeu, je veux dire, à moins d'avoir encore plus d'expérience et pouvoir dépasser le cadre, mais là, on rentre dans des considérations assez folles. Euh, Ce que je veux dire, c'est que je te décris, on n'est pas très expérimenté, on a tous une certaine idée, on a vu des films, on a lu des livres, on a regardé des séries, on a lu des bandes dessinées. Je te dis, au fond là-bas, on a joué à des jeux vidéo, au fond là-bas, il y a un château, t'es sur ton cheval, et puis il y a, vraiment le truc nul, hein, et il y a des gardes devant le château, et toi, ta mission, c'est de rentrer dans le château, qu'est-ce que tu fais?
J'ai pas besoin de passer 25 ans à te décrire le château. Chacun va avoir son image mentale du château, de son cheval. Si la dernière fois que tu as joué à Elden Ring, eh ben, tu auras un château d'Elden Ring. Si la dernière fois que tu as joué ou tu as lu Le Seigneur des Anneaux, tu auras un autre château en tête, etc. etc. Si tu as lu Donjon, la BD de Sfar et Trondheim, tu auras encore un autre château en tête, mais finalement, on s'en fout. Tous les gens autour de la table seront à cheval devant un château. Tu vois ce que je veux dire? Dans le fantastique, Ah oui. Et en non. plus, tu peux pas, il faut pas. Et le pire là-dedans, Et c'est il que faut pas surtout, décrire. il faut pas, parce que si tu dis vous voyez un profond, bah, le fantastique il disparaît et subitement ça devient du merveilleux. Donc c'est pour ça qu'on en revient à cette problématique du sensoriel, c'est-à-dire que le meneur doit impérativement pour chaque quelque part scène se dire comment je peux traduire cette scène en termes de sens. Qu'est-ce que les joueurs vont voir, qu'est-ce qu'ils vont attendre, etc., sans vendre la mèche. Il y avait un jeu de rôle qu'il a fait, mais dans un autre cadre, dont on parlera plus tard, quand on fera le post-apo, qui était Wasteland, et qui est l'un des rares jeux de rôle où vraiment il y avait un encart qui disait comment décrire le post-apocalyptique. Vous êtes... Ce qui manque un peu, je trouve, dans le fantastique, sauf évidemment dans l'appel de Cthulhu, mais si on fait le compte Et encore l'appel de Cthulhu, des univers, et encore, ouais. Mais si on fait le les compte. bestiaires monstrueux de l'appel de Cthulhu, Ouais, mais c'est bien dessiné. Oui, ah Euh, oui, c'est bien dessiné, mais bon, c'est à peine s'il te dit pas, bon, bah voilà, le profond, il fait tant au garrot, ça, la tentacule, elle a ça, elle a tant de alors, c'est traction. pas gênant, je trouve que c'est pas gênant quand tu es du côté du MJ. C'est-à-dire que ça, justement, ça tombe bien parce que je voulais en parler. Moi, alors attention, là je vais parler de mes goûts à moi personnels, je trouve détestable les jeux de rôle, et il y en a, où l'auteur ou les auteurs du jeu estiment que le maître du jeu doit rester dans le même flou artistique que les joueurs, tu vois. Ah, il y en a, il y en a. On les citera pas parce qu'on est urbain, mais voilà, il y en a, et notamment des variations de Cthulhu d'ailleurs. Et franchement, tu sais pas, tout le monde est dans le flou, c'est incroyable, tout est fait. Alors c'est soi-disant fait de sensations, et au final, tu te retrouves le bec dans l'eau parce que toi, en tant que MJ, tu dois maîtriser l'univers dans lequel tu es pour pouvoir le retransmettre. Là, tu as l'impression que c'est comme si un réalisateur de film croyait aux conneries qu'il est en train de filmer, tu vois. Bah, C'est-à-dire, c'est un peu le principe que je disais, c'est-à-dire qu'effectivement, en imaginant, voilà, les joueurs sont confrontés à une créature qui va émerger des flots. Euh, Comment je peux dire ça autrement que, ben voilà, une larve stellaire émerge des flots. Il faut que je sache c'est quoi une larve stellaire pour pouvoir après dire bon ben voilà, vous avez une odeur d'ozone qui commence à pénétrer quand soudain une ondulation. Donc tu vas avoir tout un travail un peu là-dessus sans lâcher l'affaire, sans lâcher le morceau aux joueurs pour qu'ils se disent mais on a affaire à quoi? qu'est-ce que j'ai en face de moi? C'est ça. Mais toi, il faut que tu maîtrises. Toi, il faut que tu aies presque dans ta tête une description clinique de ce que c'est. Pour moi, du coup, ça va même être presque le défaut que l'on va avoir sur les jeux de rôle fantastiques. Pour moi, j'ai presque envie de dire le fantastique, c'est quelque chose que tu vas plutôt introduire dans des jeux de rôle justement qui ne le sont pas. Euh, Tu peux faire du fantastique dans Donjons et Dragons. Tu peux faire du fantastique dans n'importe quel jeu de SF. Le but étant, Enfin, dans Donjons et Dragons, ça dépend. Dans de la SF, je suis d'accord. Dans Donjons et Dragons, je vois pas à quel moment, surtout maintenant avec les royaumes oubliés où tout existe. Donc, bah, le truc, c'est que justement, en fait, pourquoi j'ai cité Donjons et Dragons, c'est que Donjons et Dragons est un jeu de règles. Et le fantastique, tu peux l'introduire justement en cassant les règles. Ça peut être, tu peux introduire ça de cette manière-là. Et oui, mais dans Forgotten Realms, enfin dans les royaumes oubliés, tu vas avoir du mal à introduire. Je vois pas ce que ça peut être le fantastique, honnêtement. Je sais pas ce que peut être une alors, rupture du réel. dans un Si, un monde vaisseau merveilleux, spatial avec Spock qui débarque, quoi. bah, Tu vois, je vois que ça, moi. ça s'appelle Spelljammer. En plus. Voilà, ça s'appelle Spelljammer. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est pas ça. Ça va être les attentes. C'est-à-dire que dans les royaumes oubliés, comme tu l'as dit, c'est le parc Disney, il y a tout. C'était un exemple. Les joueurs, on va faire une campagne du côté de Mythe de Dranor. Les joueurs vont dire ah bah tiens c'est la forêt, c'est les elfes, c'est les orques, c'est telle chose, etc. Et subitement, tu peux commencer à introduire d'autres éléments. Tu vas commencer, bah, par exemple, à faire intervenir des Otu. Tu peux faire intervenir d'autres créatures auxquelles les joueurs ne s'attendent pas dans ce secteur-là. Parce que en fait, ouais, mais si, parce que les royaumes oubliés, le défaut des royaumes oubliés, c'est que c'est en fait des environnements qui sont très cloisonnés. C'est d'ailleurs c'est comme dit, c'est le parc Disney. Midranor, c'est les elfes, c'est les nains. Eau profonde, c'est la cité des voleurs, c'est machin. Et donc,
tu joues sur les attentes, tu vas jouer sur les attentes des joueurs. On va au profond pour avoir ça, on va à Midramor pour avoir ça. Et toi, tu vas pouvoir casser ça. Tu vas dire, ah bah tiens, subitement, les joueurs, ah mais à quoi on a affaire? Tiens, ce sont pas des elfes. Voilà, tu peux jouer un tout petit peu sur cette interrogation-là. Il y a aussi après cette question vis-à-vis du fantastique, justement. Mettons un Égyptien qui vit en Égypte antique. Il est là et il sait, il est persuadé que c'est Pharaon, que c'est le roi qui fait se lever le soleil tous les jours. Comment tu introduis du fantastique? C'est-à-dire que est-ce que si maintenant il voit passer une momie, est-ce que pour lui ça va être l'horreur ou est-ce que ça va être juste OK? Et là où je voulais en venir justement, c'est puisqu'il s'agit de casser, puisque le réel peut être un rite tout à fait et qu'il n'y a pas de, il y a pas de, il n'y a pas besoin que ce soit. On peut être dans un monde déjà fantaisie, déjà merveilleux, et quand même casser euh, le rituel de notre monde et en faire quelque chose de fantastique. Pourquoi est-ce que les univers fantastico-horrifiques qu'on nous propose en jeu de rôle sont, allez, à 99%, toujours, à l'époque, on va dire, 19e, 20e siècle, en gros, et toujours dans notre monde à nous? Bah, tu vois, par exemple, Delta Green, qui est l'adaptation contemporaine de Cthulhu, est intéressant parce qu'il commence vraiment par poser la question, c'est quoi le mythe de Cthulhu? Alors, Delta Green est sorti dans les années 90, donc il posait la question dans les années 90, c'est quoi le mythe dans les années 90? Et la réponse était très intéressante. Il disait, en fait, la société a ingéré le mythe, l'a complètement digéré. Euh, Alan Moore le fait, il en parle aussi dans sa série Providence, où il reprend cette question-là en disant, bah, finalement, est-ce qu'on peut faire du Lovecraft à notre époque? Et c'est largement faisable, mais il faut rentrer vraiment dans la disruption du quotidien. Là, c'est un autre jeu de rôle qui m'avait beaucoup marqué, mais alors c'était là, on est vraiment dans le jeu de rôle indé. Je ne sais pas si tu en avais entendu parler, c'était Patient 13. Patient 13, bon ben grosso modo, c'est Silent Hill qui rencontre Vol au-dessus d'un nid de coucou. Le pitch, alors il y a une facilité qui est toujours très classique dans les jeux vidéo, qui est le personnage amnésique. Mais là, en plus, le personnage amnésique, justement, bah, tu retires au joueur le contrôle de son personnage. Et ça, c'est quand même bon, c'est un artifice. On parlait des artifices avant, mais celui-là en est un. Et donc le pitch c'est ça. Il se réveille dans l'hôpital sans en connaître les raisons et sans pouvoir le quitter. Le personnel médical ne répond à aucune question et ne semble faire preuve d'aucun libre arbitre. Ils agissent tels des zombies. Des événements étranges se déroulent dans l'hôpital, les couloirs paraissent sans fin, certains murs chuchotent, les insectes parlent, des super conspirent, des patients disparaissent, on dit qu'ils sont fous, vous êtes l'un d'entre eux. Et la question c'est, bah, est-ce que moi je suis fou ou est-ce que je ne le suis pas? Et ça fonctionne. En fait, il y a eu quand même pas mal. Je me suis un peu renseigné parce que c'est vrai que quand on parle fantastique, c'est Tulu qui arrive très très loin devant, et puis après Surtout en jeu de rôle, bien voilà, sûr. les déclinaisons Shield, Maléfice, etc., plus ou moins bonnes ou mauvaises, et comme tu le disais, 19e siècle. Mais après, quand tu vas gratter, tu vas t'apercevoir qu'à la marge, il y a quand même toute une série de jeux fantastiques qui sont sortis. Et il y en a même un d'ailleurs qui m'intéresse, mais je vais me le réserver pour la prochaine session, puisqu'on parlera de science-fiction, qui est Eclipse Phase, ou qui pose vraiment la question du fantastique dans la science-fiction. Et il y en a effectivement quand même quelques-uns. Le seul truc, c'est que ben, le monde du jeu de rôle reste un monde, on va dire, mercantiliste, hein, c'est-à-dire qu'il y a des marques qui dominent le marché, et c'est pas quelque part c'est pas plus mal parce que ça permet aussi d'introduire des gens à des choses sur lesquelles ils vont pouvoir identifier, hein, Cthulhu, Donjons et Dragons, etc. Moi je reste très attaché finalement à ces licences-là. Et bah, effectivement quand tu vas vouloir sortir sur des choses un peu moins fonctionnelles, tu vois, un truc qui m'a toujours étonné, c'est que au moment du reboom des séries télé dans les années 90, on a eu quand même deux séries télé fantastiques, enfin une très fantastique, l'autre plus discutable, Twin Peaks et X-Files. Il n'y a pas eu de jeu de rôle qui se sont. Il y a eu un jeu de rôle X-Files avec en plus une mécanique de jeu qui était intéressante, mais qui est vraiment de l'ordre de la mécanique, mais qui n'ont pas eu de grosse popularité. Et pour en clôturer là, il y a un jeu de rôle pareil, parce que celui-là, on va pas en parler dans science-fiction, parce qu'il est, même si c'est de la science-fiction, mais c'est de la science, pour moi, c'est vraiment, dans tout ce qu'elle a de plus fantastique, c'est Tales of the Loop. Tu as une science qu'on ne comprend pas, qui a échappé au contrôle
de ces créateurs, si tant est qu'ils aient créé quoi que ce soit. Et vu du point de vue des enfants, puisque dans Tales of the Loop, vous jouez des jeunes gamins dans une Suède des années 80, hein, et on retrouve un peu ce phénomène de dire, bah voilà, on va créer une contrainte chez le joueur, tu n'es pas libre de créer ton perso, tu joues un gamin, et du coup, bah, il faut regarder le monde à travers les gamins face à des phénomènes complètement inexplicables. Et là, tu as un jeu qui crée le fantastique. Et en plus, Tale of the Loop, le livre est magnifique, le cadre est super, le propos est très maîtrisé. Vraiment, si vous voulez quelque chose d'un peu dépaysant, je le recommande. Il a été en plus, il y a eu une adaptation française parce que Tale of the Loop se passe en Suède. Et il y a des auteurs français qui ont fait une adaptation en créant une situation similaire en France. Et il y a une version où les enfants ont grandi et sont désormais des adolescents. Et il y a eu une série Tales of Ouais, the Loop, tellement ça a marché. ouais, ouais. Qui est Tout plutôt à pas fait, mal lui, en plus. qui est plutôt pas mal, qui est plutôt une bonne série. C'est intéressant, je vais rebondir sur ce que tu as dit par rapport aux personnages qu'on a contraints, et c'est ce que je voulais aborder un petit peu. C'était justement, moi j'ai remarqué que ce qui fonctionne le mieux, alors attention, c'est moi, ce qui fonctionne le mieux dans les scénarios fantastiques, dans les aventures fantastiques, et notamment, je pense évidemment à l'appel de Cthulhu, mais pas que, c'est les... Pourtant, je trouve ça détestable dans les autres jeux de rôle, euh, ce sont les personnages pré-tirés. C'est-à-dire, on va avoir un certain nombre de personnages, en général 6, je crois, entre 4 et 6, puisque généralement les tables de joueurs, c'est entre 4 et 6. Et vous allez avoir vos 4 ou 6 personnages qui sont proposés, qui sont proposés par le scénario écrit, hein, que vous avez acheté dans le commerce, et qui, évidemment, alors il y a toujours les précautions d'usage où on vous dit non, non, mais vous pouvez jouer ce que vous voulez, bien entendu, c'est juste un exemple. Et en fait, on se rend compte à la lecture du scénario, là je suis en train de lire un scénario pour l'appel de Cthulhu, tu te rends compte très très vite que si tu joues pas les personnages pré-tirés, alors je vais pas dire la moitié, mais en tout cas des tas de choses dans le scénario vont être ultra bancales et n'auront pas lieu d'être. Et je me disais, est-ce que finalement c'est pas une solution? Alors c'est une solution un peu à l'emporte-pièce, mais est-ce que, ou en tout cas mais est-ce que c'est pas une solution de dire, bah, écoutez, voilà, aujourd'hui on fait du fantastique. euh, voilà les personnages, toi tu vas prendre celui-là, toi tu vas prendre celui-là, et contraindre finalement, avec l'accord des joueurs, contraindre les joueurs à avoir un personnage, et où il deviendra du coup son masque, ça deviendra son persona, ça deviendra quelqu'un qu'il devra interpréter, et on rejoint ce que tu disais un peu sur le théâtre improvisé finalement. Bah, là, c'est effectivement ça, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place une entente entre le meneur et les joueurs, en gros placer les termes, hein, dire bah voilà, tu vas avoir ton personnage a tel, je sais pas moi, ton personnage a tel trouble mental, donc il va faire attention à ça, à ça, à ça et à ça. Donc c'est tout à fait faisable, mais on est bien d'accord que ici, on n'est plus dans la petite soirée, tiens, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Allez, on va se faire un donjon, quoi. Justement, c'est ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que ça demande, je pense, beaucoup beaucoup d'expérience, en tout cas. Beaucoup d'expérience, ou alors un don. Ah, ou alors un don. Alors, justement, moi, ça me permet de. Je rebondis là-dessus parce qu'il y avait quelque chose qui était assez intéressant. Alors, je pense sincèrement que ce n'est pas du tout volontaire de leur part. La gamme du monde des ténèbres est connue parce que on joue des créatures fantastiques, merveilleuses en l'occurrence, même pas fantastiques, merveilleuses. On est des vampires, des momies, tout ce que tu. Ils ont tout publié, hein. Vous avez un type de créature, ils l'ont fait. Et à un moment donné, ils se sont posé la question, et qu'est-ce qui se passe si on retire ces créatures? Qu'est-ce qui se passe si on garde en fait, on joue des humains normaux entre guillemets dans le monde qu'ils ont créé, et ils l'ont fait notamment pour leur gamme donc du monde des ténèbres, qui est, j'essaie de retrouver le terme exact de la gamme parce que c'est pas World of Darkness. World of Darkness, ça désigne l'intégralité de la gamme. J'essaie juste de retrouver avec de très très bons suppléments, notamment sur le fantastique. Et il y avait quelque chose qui m'avait marqué. Il y avait un supplément qui était sorti sur l'équipement, le truc classique de jeu de rôle, où tu vas te retrouver avec des tables d'armes absolument imbitables, etc. Et eux, en fait, ils ont pris un parti assez radicalement différent, qui était de dire,
Non, mais en fait, vous allez pas avoir. On va pas parler de ça. On va parler de comment mettre en scène ces objets. Où est-ce que vous l'achetez, votre arme? Comment vous l'entretenez? Qu'est-ce qui va faire que subitement, ben, elle ne va, vous allez avoir des problèmes avec, etc., etc. Et en fait, en faisant quelque chose qui relevait presque de l'hyper quotidien, ils introduisaient une forme d'étrangeté qui était particulièrement. Alors, j'essaie de retrouver le terme. Où est-ce qu'il est? Voilà, ça doit être dans celui-là. Voilà, donc c'était le supplément Asylum, hein, je crois que voilà, tout à fait. Et ils ont fait vraiment une gamme où pour le coup, tu as vraiment du fantastique, tu joues des êtres humains normaux. Il y a pas beaucoup de suppléments qui sont sortis, 7-8 à l'époque donc du reboot entre guillemets du Monde des Ténèbres. Et honnêtement, franchement, pas mal de ces suppléments, je les recommande, hein, notamment Asylum, Armory, donc qui est le supplément sur l'équipement, et qui revient vraiment. Par exemple, moi ce que j'aime beaucoup, c'est les armes à feu, et ça commence par quels sont les genres de personnes qui utilisent ça? Qui va vouloir d'une arme? Alors, ils disent, bah oui, forcément les forces de l'ordre, etc. Mais ils commencent à rentrer un peu dans la psychologie, notamment aux États-Unis, c'est important, toute la question du self-defense, etc., etc. Et du coup, comment je mets en scène ce genre d'objet? Alors après, à côté, tu as quand même les tableaux de, tiens, voilà, ça vous donne un bonus de +1 pour faire ce genre de choses, etc. Mais voilà, il y a une référence, il y a quand même quelque chose, les considérations pratiques que j'aime beaucoup parce que en fait, tu t'aperçois que tout l'objet du discours qui est tenu là-dedans bah, doit faire partie de son quotidien et ils disent bah voilà, est-ce que cette arme fait partie de son travail? Est-ce que c'est légal? Est-ce que je sais comment l'utiliser? Est-ce que j'ai le moyen de l'entretenir? Etc. Donc des questions qu'en fait qu'on se pose jamais. Je veux dire, tu parlais de Donjons et Dragons, le stéréotype. Aucun joueur va dire, enfin il y en a qui le font, mais dire bon bah là la nuit arrive, je vais graisser ma lame, je vais regarder, je vais nettoyer machin, etc., Oui, etc. ça devient, oui, oui, c'est induit. On a l'impression que ça passe en second plan, quoi. Et tu vois, là, tu vois les questions. Est-ce qu'il porte son arme? Est-ce qu'il la monte, son arme, ou est-ce qu'il la dissimule? Est-ce que cette arme, elle a une histoire particulière? Est-ce que c'est son père qui lui a offert? Est-ce que, etc. Et est-ce que vous avez, et ça c'est la partie qui est la plus importante, alors je vais faire probablement un anglicisme parce que je suis pas sûr, je me rappelle plus si c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des idiosyncrasies? Alors j'essaie de retrouver le terme parce que là j'ai fait un ignoble anglicisme, c'est absolument atroce. Je m'en excuse pour mes auditeurs. Alors c'est des particularités, mais idiosyncrasie, c'est vraiment des quelque chose, des petits trucs personnels, des tics d'utilisation que tu vas avoir. Est-ce que, par exemple, lorsque je suis énervé, je pose ma main sur mon arme, ce genre de choses. Et en forçant, justement, et on parlait de la contrainte du joueur, en forçant cette réflexion, ce rapport à l'objet, au joueur, tu vas pouvoir introduire le fantastique. Parce que là, tu vas dire, ah ouais, tiens, tu mets ta main sur ton arme, mais elle est chaude au toucher. Oui, je vois. Donc on va retomber sur le côté complètement sensation, pas sensationnel, sensitif de la chose. Sensitif, rapport au quotidien. Et comme tu as préparé ça avec le joueur, puisque là on revient là-dessus, tu crées une contrainte, tu forces le joueur à réfléchir là-dessus, toi en tant que meneur, tu vas avoir les outils, tu vas avoir cette base pour introduire justement cette description. Finalement, le moteur fantastico-horrifique, en tout cas le moteur fantastico-horrifique dans le jeu de rôle, hein, toujours, je parle uniquement de ça, oui, je pense on peut le résumer à de l'expérience. Pour répondre à notre question de base, les univers fantastico-horrifiques sont-ils jouables? De l'expérience et de la part des joueurs, de l'expérience de la part du MJ, mais aussi une façon différente de voir les choses. C'est-à-dire une façon peut-être plus descriptive, mais alors descriptive dans le sens premier du terme, c'est-à-dire dans le sens livresque du terme. Je te décris avec des mots ce que tu es censé ressentir. Le MJ, là, plus que d'habitude, doit, à mon avis, être complètement comment dire, dans une omniscience. Il ne peut pas laisser le joueur décider de ce qui se passe. En tout cas, il peut décider de son destin, mais il ne peut pas décider de comment il voit les choses. Il faut que le MJ apporte complètement
une chape de plomb presque autour des joueurs pour leur faire ressentir ce qu'ils ont envie de leur faire ressentir. Et c'est comme ça que tu te retrouves en fait à un niveau d'exigence parce que soit ça va être trop prégnant et du coup les joueurs ont l'impression tout simplement d'entendre un mec parler et de perdre leur liberté parce que c'est ce qui est quand même au cœur du jeu de rôle. C'est même pour moi presque la définition du jeu, c'est l'espace de liberté que tu vas offrir à des gens dans une mécanique. Et si tu retires tout ça, t'es plus dans un jeu de rôle, t'es un type qui raconte une histoire, pourquoi pas. Et au contraire, ça, même si c'est fait avec les meilleures intentions, tu peux taper complètement à côté et on arrive sur quelque chose de ridicule ou de raté, où les gens vont être un peu perdus, de ne pas comprendre ce qu'ils ont à faire ou quoi que ce soit. C'est un exercice. C'est pour ça que moi j'ai tendance à dire, enfin moi à titre personnel, des jeux de rôle purement fantastiques et le fantastique pour moi doit être introduit dans le jeu de rôle. Et faire un jeu de rôle purement fantastique, c'est quand même c'est compliqué, c'est extrêmement compliqué. Honnêtement, je préfère introduire un peu de fantastique dans du médiéval fantastique, dans de la science-fiction, etc. Histoire de casser un peu les récits habituels, plutôt que de dire devant la table, hé les gars, on se fait une partie d'un jeu de rôle fantastique, et là subitement, t'as déjà cassé le truc, quoi. J'ai presque envie de dire, t'as déjà cassé l'enjeu, quoi. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, encore une fois. On est brillant, on est brillantissime, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois? Eh ben, on a déjà introduit la thématique quand on a parlé d'Eclipse Phase, puisqu'on se retrouve la prochaine fois pour parler de science-fiction et de voir justement un peu la même problématique. Est-ce que finalement on peut réellement faire de la science-fiction? Et je te laisserai la joie, le bonheur, que dis-je, le privilège de définir à nos auditeurs c'est quoi la science-fiction. Oh là là, t'imagines le boulot. Bon courage. Eh ben merci Styr. Merci Sectaire.